Mesdames, Messieurs, je vous propose de commencer cette séance du Conseil municipal le temps que les derniers s'installent. Conseil municipal qui doit commencer par l'accueil de Géraldine Bousquet dans nos rangs, puisqu'elle vient remplacer Gilbert Castinera. Donc bienvenue Géraldine et bonne installation avec nous. Désignation d'un ou d'une secrétaire de séance, Rachel Sacussi n'étant pas là, je propose à Aurélie Mialon, qui l'avait déjà suppléé, si personne se désigne d'être secrétaire de séance. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Je vois qu'il n'y a pas de contre-candidature. J'ai oublié de faire l'appel. Et Thomas Guiraud est à nouveau le Benjamin de l'équipe. Bonsoir à toutes et à tous. Armand Rivière. Présent. Rachel Sacussi. Absent. Procuration, M. Verdet. Manuel Bourguin. Présent. Aurélie Mialon. Présent. Jean-Marie Bousquet. Présent. Julie Garcin-Sodo. Thomas Guiraud, il est là. Daniel Desmoulins. Absente. Procuration, Mme Azema. René Verdeil. Robert Vivares. Marie Ballestero. Daniel Azemar. Xavier Moutou. Cécile Dos Santos. Absente. Procuration, Mme Mialon. Et j'ai perdu la liste. Hop, là, François Castillo. Katia Siette. Georges Lopez. Nadia Bentard. Absente. Procuration, M. Castillo. William Santos. Nicole Vicente. Absente. Procuration, M. Bousquet. Benoît Blanc. Absente. Procuration, Mme Ballestero. Hécatombe. Anne Sutra de Germain. Géraldine Bousquet. Marie-Hélène Chassagne. Alain Vogel-Singer. Valérie Forme. Kevin Vertichon. Absent. Annick Sadje. Et Sergi Vora. Merci. Il nous faut donc adopter le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 5 juillet. S'il n'appelle pas d'observation de votre part, je propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Il nous faut, suite à la démission donc, de Gilbert Castinera, désigner un représentant pour la ville au CIVOM CIAS et je propose ma candidature. Qui est, enfin, à moins qu'il y ait d'autres candidatures, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde, je vous remercie. Il nous faut revoter comme chaque fois que le conseil municipal change le régime indemnitaire des élus. S'il n'appelle pas d'observation de votre part, je propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Je dois vous présenter le rapport des représentants de l'Assemblée spéciale des collectivités territoriales au conseil d'administration de la SEM locale, Société d'économie mixte BRL. C'est un rapport, somme toute, classique que nous présentons pour la première fois au conseil municipal. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais été fait pour le passé, mais la ville est actionnaire de BRL, donc depuis peu, on y a désigné un représentant. Et du coup, on a ce rapport à présenter, qui est un rapport, je le disais, classique sur les engagements financiers et en termes de projet de BRL, sa situation financière, sa gouvernance,
les modalités de contrôle, les risques qui peuvent peser sur elle et tout ce qui relève de sa localisation, son siège social et autres. Est-ce que ce rapport a appelé des observations de votre part? Non. Donc je le mets aux voix pour prendre acte au moins de sa présentation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et je passe la parole à Georges Lopez pour le CIVOM du canton d'Agde. Le micro, Georges. Bonsoir à tous. Le comité syndical du 28 juin 2023 du CIVOM du canton d'Agde a approuvé le rapport d'activité de l'établissement au titre de l'année 2022. Il est ainsi proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité 2022 du CIVOM du canton d'Agde, document joint. C'était la représentation la plus courte de l'histoire. C'est le CIVOM donc, du pays d'Agde, c'est ce qui gère pour notre compte et le compte d'autres collectivités, la fourrière et les tags. Peut-être préciser qu'avec les tags, on est arrivé à une certaine réactivité, notamment à des moments où il a fallu intervenir presque dans la journée, enfin, dans les heures qui ont suivi le tag de la Marianne. Alors c'était peut-être en 2023, mais aussi qu'on travaille sur certaines opérations, je mettrai les guillemets, coup de poing avec la fourrière animale des fois pour essayer de régler un problème d'éjection canine et souvent à certaines heures le matin tôt ou tard le soir. Donc on essaye de faire intervenir avec la police municipale sur des zones ciblées la fourrière animale afin de pouvoir intercepter d'éventuels chiens qui se promèneraient tout seuls. C'est un dispositif qu'ils font ailleurs et qui a certaines efficacités selon les quartiers. Donc on l'a testé 2 fois. Pour l'instant, les résultats se font attendre, mais c'est des dispositifs avec lesquels on travaille, on essaye de travailler de manière plus ponctuelle ou précise sur des actions un peu choc, je ne sais pas si c'est le terme, mais vraiment fortes à un instant T. Pareil pour les tags. Visiblement, il y a eu des progrès, il y a moins de tags en fonction des actions qu'il y a eu. Voilà. Peut-être rappeler, puisque la population peut regarder le conseil, que quand un particulier est victime de tag, on a besoin qu'il signe une autorisation pour que le CIVOM intervienne sur sa façade ou sur son portail ou autre qui a été tagué. Le CIVOM ne peut pas s'auto-désigner, donc c'est plus facile avec les collectivités parce qu'on est partenaire, mais ça nécessite parfois d'aller chercher cette autorisation sur des maisons qui sont fermées ou des résidences secondaires. Donc que les particuliers n'hésitent pas à se manifester, donc on le fait nous aussi quand on va à leur rencontre où on essaye de leur écrire, mais qui n'hésitent pas à se manifester. La police municipale fait le lien, notamment le médiateur régulièrement avec le CIVOM justement pour après que les tournées soient efficaces et qu'ils ne viennent pas enlever un tag par-ci ou un tag par-là, mais qu'ils puissent en faire un certain nombre. Madame Sadje. Oui, et est-ce qu'avec les caméras, vous avez réussi à élucider ceux qui ont... Je peux pas tout dire. Non, j'aime pas trop parler de. Mais sur une des fois, oui, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive pas à chaque fois, mais ça arrive. C'est arrivé en début de mandat parce que je crois que les effets confinement et autres avaient un peu joué aussi sur le fait que les rues étaient peut-être plus désertes et autres. C'est arrivé récemment sur un tag où tant la gendarmerie et que la police municipale ont fourni les efforts. Ça permet aussi des fois de confirmer quand la gendarmerie a déjà interpellé ou autre, mais la vidéosurveillance sert en partie à ça. C'est pareil, il faut prendre acte, donc je vous propose de le voter pour prendre acte. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et je passe la parole à Julie Garcin-Sodo pour annuler une convention avec l'EPF sur le parc des Pines. Bonsoir à tout le monde, monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 10 avril 2019, la ville de Pézenas avait signé une convention opérationnelle Parc Lépine avec la communauté d'agglomération Euroméditerranée, la commune de Caux et l'établissement public foncier Occitanie. Cette convention opérationnelle avait pour objet de définir un projet dans ce site afin d'éviter le morcellement de la propriété et d'encadrer de manière forte son devenir pour conserver sa vocation principale environnementale. Compte tenu du rachat du domaine par un opérateur privé, monsieur le maire demande au conseil municipal d'approuver l'annulation de la convention opérationnelle par l'Épine.
Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Donc, c'est le parcours de lumière qui a ouvert cet été. Et la suite sera des gîtes, enfin, des Voilà. chambres d'hôtes sur l'autre partie du domaine, enfin, sur les bâtiments déjà construits. Avec une consultation de l'architecte des bâtiments de France, donc un respect de l'environnement et du bâti. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Et bien, je laisse à nouveau la parole à Julie Garcin-Soto, toujours en lien avec l'EPF, et ce coup-ci pour désigner un opérateur. Tout à fait. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la ville a confié à l'EPF une mission d'acquisition foncière sur le secteur Saint-Siméon en vue de réaliser une opération à vocation d'habitat. Cette convention opérationnelle signée entre l'EPF, la communauté d'Aglo-Méditerranée et la commune a été approuvée en séance du conseil du 21 septembre. À cet effet, l'EPF a fait l'acquisition de la parcelle AW 250 630 chemin de Saint-Siméon à Pézenas. Aussi, conformément à la convention, la commune doit désigner l'opérateur. Ce choix s'est porté sur le groupe SFHE Arcade, groupe proposé par l'EPF. Le projet présenté correspond aux attentes des deux entités, à savoir la production de logements social et l'intégration dans le tissu urbain. Il s'agit de la construction d'un collectif social en R+2 qui a fait l'objet d'un traitement architectural particulier pour reprendre le langage architectural des constructions avoisinantes. Et le projet propose un total de 29 logements de T1 à T4 pour une surface de plancher de 1775 m², une surface habitable de 1650. Le projet définitif est en cours de finalisation. Monsieur le maire propose au conseil municipal de désigner donc le groupe SFHE Arcade pour la réalisation du projet de cette opération. Il y a des questions particulières. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Et bien encore Julie sur la convention d'occupation du domaine public, questions 8 et 9. Voilà, ça concerne la société Hero THD qui est chargée de construire, d'établir et d'exploiter un réseau de communication électronique à très haut débit dans le cadre d'une convention de délégation de services publics conclue avec le département de l'Hérault et entrée en vigueur le 7 février 2018 pour une durée de 25 ans. Pour les besoins de son activité, elle utilise des parcelles afin de procéder à l'installation d'équipements pour permettre le déploiement du réseau. FTHTO, haute fibre. À cet effet, la commune propose de mettre à disposition de la société une partie des parcelles cadastrées, section BN 640 et 708. C'est au 10 avenue François Curé pour l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau, donc ça fait 2 armoires, ainsi que les opérations d'entretien des abords. La présente convention prendra effet à compter de sa signature pour les 2 parties et restera en vigueur jusqu'en 2043. Monsieur le maire sollicite le conseil d'autorisation de signer sur la société Hero THD la présente convention de mise à disposition et tout autre document afférent. Et vous avez la pièce jointe. Je vous propose de passer la 8 aux voix, la 9 étant quasiment identique, on le fera après. Donc sur la 8, s'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Sur la 9, donc également, s'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Je vous remercie. Avant de commencer le point finance, j'ai oublié de vous demander l'autorisation d'ajouter un point complémentaire à l'ordre du jour du conseil municipal. Et puisque c'est une demande de subvention, je le fais maintenant, mais nous le présenterons en fin de conseil. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, merci pour avoir accepté cet ajout. Et je passe la parole sur la décision modificative 1 du Camp Hôtel à René Verdeil. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Donc décision modificative concernant le Camp Hôtel. Vous avez le document qui a été joint. En fait, ça concerne des factures d'électricité qui ont été plus importantes que prévu. Et par contre, la réalisation de l'aire de camping-car ne se faisant pas cette année, c'est simplement des transferts de compte, une opération technique comptablement. Voilà. Voilà, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Et je laisse à nouveau la parole à René Verdeil sur des admissions en non-valeur. Donc, monsieur le maire rappelle au conseil municipal que, conformément au principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable public,
Posé par le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, le comptable de la commune est chargé sous sa responsabilité de l'exécution des recettes communales, de poursuivre la rentrée des revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues. Conformément à l'instruction codificatrice numéro 11022 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes publiques des collectivités territoriales et en application de l'article 55 de la loi de finances rectificative 2010, le comptable dispose de moyens amiables et contentieux à l'encontre des tiers débiteurs de la commune lorsque le comptable public, après avoir utilisé tous les moyens de poursuite, n'a pu mener à son terme le recouvrement des sommes dues, il est fondé à demander à la collectivité l'admission en non-valeur des sommes non recouvrées. L'admission en non-valeur est votée par le conseil municipal. Monsieur le maire expose au conseil municipal que le comptable public sollicite l'admission en non-valeur des sommes indiquées sur l'état joint en annexe. Monsieur le maire précise au conseil que l'admission de ces créances en non-valeur a vocation à apurer la comptabilité du trésorier et n'implique pas l'abandon des poursuites vis-à-vis des débiteurs. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les admissions en non-valeur des créances irrécouvrables présentées en annexe, étant précisé que les crédits seront inscrits au compte 6541, créances admises en non-valeur du budget principal et des budgets annexes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières pour ces créances, dont certaines datent de 2013 ? L'administration a son temps. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde, je vous remercie. Et à nouveau, donc, Julie Garcin-Sodo pour des aides aux réfections des vitrines. Tout à fait, c'est dans le cadre de la convention OPA-RU 2018-2023 avec l'Agence nationale de l'habitat, la communauté d'agglo-Héro-Méditerranée et la région Occitanie que les délibérations du 22 février 2018 et du 12 juillet 2018 par lesquelles a été émis un dispositif d'aide pour la réfection des vitrines. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver les attributions de subventions en complément de l'aide de l'agglo, donc c'est un complément de la ville. Le porteur est la SCI Émile Zola, donc 4 rue Émile Zola. Le montant des travaux subventionnables était de 5 575 € et le montant des subventions en complément des aides de la CAM de 836,25 €. Le versement sera prélevé sur le budget 2023. Je précise qu'Antutra, mais elle s'est retirée, ne prend pas part au vote sur cette question. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Jean-Marie Bousquet pour un appel au mécénat sur la maintenance du théâtre historique. Merci Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. Il est rappelé au Conseil que la réfection du théâtre historique a fait l'objet d'une opération d'intérêt communautaire en 2012. Depuis, cette structure est emblématique à la fois de notre patrimoine, mais également du dynamisme de notre politique culturelle au travers des spectacles et manifestations qui s'y déroulent. La ville assure entièrement son fonctionnement au travers d'un budget annexe. Dans le cadre de ce fonctionnement, la ville souhaite pouvoir s'appuyer sur le mécénat, notamment de compétences, pour garantir un fonctionnement optimal de la structure. En effet, ce monument historique nécessite un entretien régulier et une maintenance pointue tant de ses équipements scéniques que de son décor protégé. Il est donc proposé au conseil municipal de pouvoir s'appuyer sur les artisans, dont certains potentiellement résident sur le territoire, pour intervenir au travers du mécénat de compétences et assurer la pérennité du théâtre. En outre, le mécénat financier permettra d'avoir une meilleure réactivité sur l'entretien de la structure. Le budget annuel envisagé pour la maintenance est d'environ 10 000 € en moyenne. Afin de permettre à des entreprises de s'associer à cette action en faveur du patrimoine local et du dynamisme culturel de la cité, en offrant leurs produits ou leur temps afin de collecter davantage de fonds, il est proposé au Conseil d'ouvrir au mécénat les travaux d'entretien du théâtre historique. Les dons reçus peuvent alors donner lieu à des déductions fiscales définies par le Code général des impôts et notamment ses articles 200 et 238 bis à hauteur de 60% du don, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe ou 20 000 € pour les entreprises réalisant moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans ce cadre, la ville va conclure avec différentes sociétés des partenariats sous forme de dons en nature ou de soutien logistique. En contrepartie, la ville s'engage à citer le nom des partenaires au travers de ses moyens de communication et sur site et à leur offrir des places de spectacle dans la structure. Est-ce que cela appelle les observations de votre part? Madame Sadjet. Oui, est-ce que l'agglo a été sollicité pour cette demande d'aide
Non, maintenance. puisque c'est de l'entretien courant et plus du fonctionnement que du gros investissement, même si ça peut passer en investissement, ça n'est plus dans la compétence de l'agglo, puisque le bâtiment appartient à la ville. S'il y avait une rénovation de plus grande ampleur, par exemple, on l'a sollicité sans avoir la réponse à ce jour sur la maison consulaire, puisqu'on a estimé que dans la compétence patrimoine et dans l'image de Pézenas, la maison consulaire importée, sur des travaux de plus petite ampleur, pour l'instant, sauf s'il y avait un chantier qui se présentait et que cela se justifie, on ne l'a pas sollicité parce qu'elle n'est pas propriétaire du théâtre et qu'elle n'a pas forcément la compétence ni culture qui pourrait valoir. Donc à ce jour, non, et aussi parce qu'il n'y a pas un chantier précis, c'est vraiment de l'entretien au fil de l'eau pour que le théâtre reste intact et ne se dégrade pas, de pouvoir reprendre des peintures, reprendre des menuiseries, reprendre des éléments du décor ou autres. Donc c'était pas une demande de subvention classique. Par contre, ça peut passer sur des fois sur du mécénat de compétences ou du mécénat financier vis-à-vis d'entreprises qui peuvent nous solliciter pour nous aider ou qu'on peut solliciter nous parce qu'elles interviennent par ailleurs sur la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? J'en profite pour rappeler que la ville a lancé une souscription sur les travaux de la maison consulaire avec la Fondation du patrimoine. Donc, n'hésitez pas à la promouvoir. Et je passe la parole à Robert Vivarès pour la convention de partenariat entre la ville et le collectif Enjeu. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre la ville de Pézenas et le collectif Enjeu pour la saison 2023-2024. Il est précisé que le théâtre de Pézenas contribuera au collectif Enjeu à hauteur de 1 000 € pour cette saison. Le collectif Enjeu est un regroupement informel de structures culturelles, lieux de diffusion, quelle que soit leur structuration juridique, collectivités ou assimilées, partenaires financiers publics et privés qui partagent un intérêt commun et des valeurs communes dans le soutien à la création et à la diffusion d'œuvres artistiques du spectacle vivant, créées par des équipes artistiques domiciliées en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Le collectif Enjeu est mis en œuvre selon les modalités précisées dans la charte annexée à la présente convention. Occitanie en scène centralise les moyens de coproduction du Fonds de soutien à la création régionale mutualisée, abondé par les membres du collectif Enjeu en tant que mandataires. Occitanie en scène en assure la gestion administrative et financière et reverse aux compagnies bénéficiaires les coproductions allouées par les membres du collectif Enjeu. En plus de leur participation au fonds de soutien à la création régionale mutualisée, les membres du collectif Enjeu mettent en place directement, entre leurs structures et un ou plusieurs projets sélectionnés, des temps de résidence, des soutiens en termes de production ainsi que des préachats. Occitanie en scène accompagne cette prise de risque artistique et cette démarche mutualiste en soutenant financièrement les membres du collectif Enjeu lors de la diffusion des spectacles choisis. Monsieur le maire sollicite donc du conseil municipal l'autorisation de signer cette convention d'objectifs programmation 2023-2024 collectif Enjeu avec Occitanie en scène pour la saison donc 2023-2024. Le document était joint. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Points 15 et 16 que je vais essayer de traiter en même temps. D'abord, la résiliation du bail avec l'association Centrero sur le 7 rue Laennec et la vente de ce même 7 rue Laennec, parcelle BL 34 à la clinique Pasteur, groupe Cap Santé. La clinique Pasteur a laissé penser ou même a réfléchi à un éventuel déménagement hors de Pézenas puisque les locaux dans lesquels elle était jusqu'à présent étaient plutôt exigus. Plutôt que de laisser partir ou de se contraindre à voir ce départ, on a essayé d'être proactif. Même nous avions été proactifs en faisant des propositions avant que cela puisse se dire et avant qu'ils nous l'annoncent. Devant nos propositions et notre intérêt à voir la clinique rester, une discussion donc s'est engagée avec les propriétaires de la clinique, que je remercie, parce que je crois que si nous n'avions pas un groupe local de santé et une famille locale de santé attachée à Pézenas et au territoire, nous n'en serions peut-être pas là ce soir. Ils ont retenu l'idée qu'ils pouvaient donc se développer et s'agrandir sur site si nous arrivions à leur vendre un bâtiment proche. L'association Centrero, de fait, n'ayant plus d'usage
du bâtiment qui était leur ancien foyer depuis la réalisation de la distillerie. La proposition a été faite que nous puissions vendre au prix des domaines ce bâtiment de 500 000 € et que d'autres discussions débutent avec l'association Centrero. Mais je crois qu'il était important que la clinique reste à Pézenas et que l'offre de santé soit consolidée et à terme renforcée, puisqu'elle permettra à la clinique de s'agrandir, de mieux se loger et de proposer un peu plus de propositions ambulatoires en son sein. Donc, s'il n'y a pas de questions particulières, je vous propose de passer d'abord aux voix le 15, qui est la résiliation donc, du bail avec l'association Centrero. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et le point 16, donc la vente de la parcelle BL34 du 16 rue Laennec. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. J'en profite pour vous dire que l'association Centrero est venue déposer la traditionnelle brioche qu'elle vendra samedi sur le marché, donc n'hésitez pas à les aider. Vente du lot 13 WC à Madame Karine Lamouille, 3 rue François Oustrin. Il s'agit simplement de WC qui restent donc dans le 3 rue François Oustrin, dont nous avons vendu une grande partie au dernier conseil municipal. Et la dame qui a une échoppe boutique juste à côté et qui n'a pas de toilette pourrait ainsi, moyennant pour elle tous les frais de notaire et autres, profiter de ces WC que nous vendrons à titre symbolique et à l'euro symbolique. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, donc je vous remercie. Dénomination du chemin de la Roustagninque, communément appelé ainsi. Il n'avait pas de nom jusqu'ici, donc nous vous proposons, grand prix d'imagination pour nous, de l'appeler chemin de la Roustagninque. Est-ce qu'il y a des questions ou des propositions alternatives? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je propose à René Verdeil de nous parler d'annulation de délibération. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle au Conseil sa délibération en date du 4 février 2014 par laquelle il approuvait l'acquisition de la parcelle BH 394. L'acquisition de ce délaissé de voirie au débouché des avenues Gabriel Mazel et Émile Combes avait pour but de finaliser l'aménagement de l'avenue Gabriel Mazel. À ce jour, la ville de Pézenas n'ayant pas prévu de travaux sur cette parcelle, Monsieur le maire propose donc au Conseil de renoncer à son acquisition et d'annuler la délibération correspondante. Voilà, surtout depuis 2014, nous n'avons pas payé le terrain et semblerait-il qu'un propriétaire privé voisin serait intéressé. Donc, s'il n'y a pas de questions particulières, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Thomas Guiraud pour la modification du règlement intérieur des vacances sportives de 6-12 ans. Merci. Monsieur le maire, donc, rappelle au conseil municipal que le service des sports organise et met en place des actions sportives pour les enfants et les adultes. Des animations sont proposées durant les petites vacances scolaires de Toussaint, de février, de Pâques et une période des vacances d'été. La ville a établi pour chaque activité un règlement intérieur qui encadre leur bon déroulement. L'évolution des besoins des usagers, les contraintes réglementaires en termes de diplôme et d'encadrement sportif nécessitent d'adapter et d'harmoniser le fonctionnement de cet accueil sportif sous une seule et unique formule. Il s'agit donc des articles 2 et 3 qui mettent en avant une offre d'accueil sur 4 jours en continu avec réservation et paiement en amont. Donc Monsieur le maire propose au conseil municipal d'apporter les modifications susmentionnées et d'approuver le nouveau règlement intérieur. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Mais toujours Thomas Guiraud sur les différentes conventions avec la crèche et les écoles primaires publiques et privées de la commune. Allez, donc on commence avec la crèche. Donc, structure d'accueil de jeunes enfants, la crèche municipale de Pézenas offre de multiples activités d'éveil tout au long de l'année. Afin de mettre en place des animations sportives de type baby gym pour le public de 18 mois jusqu'à 3 ans, le CCAS de Pézenas sollicite du service des sports la mise en disposition d'un éducateur sportif spécialisé dans le développement psychomoteur des tout-petits. Donc, dans le cadre d'une collaboration entre les services petite enfance de la mairie de Pézenas et du CCAS, cette mise à disposition sera gratuite. Elle nécessite la signature d'une convention entre la ville et le CCAS afin de fixer les conditions de mise en place. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer. On se dit que les autres sont identiques pour les écoles primaires publiques et privées. C'est le même principe, c'est l'attribution, mise à disposition gratuite d'intervenants sportifs de la mairie dans les écoles
là en lien avec les activités pédagogiques des enseignants. Donc, sauf s'il y a une velléité de votre part de séparer les conventions, je vous propose de les voter en bloc. S'il n'y a pas de question évidemment, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde, je vous remercie. Et une autre convention sur un autre thème, ce coup-ci, sur les ateliers podcast découvertes que l'on propose aux établissements du secondaire. Alors, afin d'impulser une nouvelle politique jeunesse, on y est en plein dedans, le service jeunesse donc multiplie ses objectifs, développer des actions partenariales avec les établissements scolaires du secondaire, impulser une nouvelle dynamique en allant vers les jeunes, développer des compétences numériques chez les jeunes tout en renforçant l'éducation aux médias et à l'information, contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les compétences liées à l'outil du numérique. Donc, dans le cadre du projet Atelier Podcast Découverte des métiers 2024, il est proposé au conseil municipal d'approuver une convention type avec les établissements scolaires du secondaire de la ville. Cette action donc s'inscrit dans le projet éducatif de la ville au travers de l'axe citoyenneté et dans la convention territoriale globale, donc la fameuse CTG, donc la fameuse aussi fiche action co-construire un parcours d'avenir pour la jeunesse pissénoise. Donc ce projet Atelier Podcast vise à favoriser l'exploration et l'épanouissement des jeunes, accompagner la réussite scolaire, l'insertion sociale et l'autonomie des jeunes par des prises d'initiative et des engagements citoyens. Il fait suite au diagnostic partagé avec nos partenaires. Ainsi, le service jeunesse de la ville, lors de plusieurs séances, formera des jeunes avec la collaboration d'enseignants, donc du collège et du lycée, et d'un journaliste de Radio Pays d'Hérault, aux techniques bien évidemment de journalistes d'interview et à l'utilisation de matériel de web radio. L'objectif sera de réaliser des interviews de professionnels sur leur lieu de travail en vue de réaliser des émissions radio et podcasts, donc ce qui s'est déjà déroulé cette année lors de différents ateliers. Donc après appel à candidature, 14 élèves par établissement seront choisis par le professeur, CPE et direction en fonction des besoins d'orientation et ou de décrochage scolaire. Donc Monsieur le maire sollicite du conseil l'autorisation de signer la convention type susmentionnée avec les établissements scolaires du secondaire de la ville qui seront partenaires du projet. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Ressources humaines, en l'absence de Benoît Blanc, je vais présenter les 2 points. Le premier est une création de 2 postes d'adjoint technique à temps non complet pour les affaires scolaires, donc mise à jour en conséquence du tableau des effectifs. L'ouverture d'une classe dans une école maternelle en réorganisation d'un groupe scolaire fait qu'on doit proposer un service d'ATSEM supplémentaire, donc il nous fallait pouvoir recruter des personnes à temps non complet pour pouvoir répondre à l'attente et à nos obligations en termes de présence d'ATSEM dans cette école. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Point 24, une délibération qui revient chaque année et qui fait qu'on voit que Noël approche. Convention avec les commerçants de la ville pour les cadeaux de Noël des enfants des agents municipaux. Donc vous savez que nous avons un COS géré par le centre de gestion de l'Hérault. Ce COS donne pour les enfants jusqu'à 10 ans un bon de 40 €. La ville propose d'ajouter un bon de 10 € valable dans les commerces de la ville et de proposer aux enfants de 11 à 14 ans un bon de 40 €, également valable dans les commerces de la ville. Donc, il faut m'autoriser à signer les conventions avec les commerçants intéressés par ce dispositif. Pas de questions particulières. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Et puisque vous nous avez autorisé à proposer un point complémentaire, il s'agit d'une demande de subvention auprès de l'ADEME pour la réalisation d'une étude de faisabilité relative à la valorisation de la ressource en eau chaude. Donc, je vous rappelle que nous avons à Pézenas un forage d'eau chaude, utilisé aujourd'hui principalement pour chauffer l'eau du centre aquatique au Pézenas. Dans le contexte de variabilité, voire d'inflation des prix de l'énergie fossile, on souhaiterait commander une étude de faisabilité pour envisager d'autres valorisations de cette ressource d'eau chaude, exemple chauffage de logements ou de bâtiments, en créant potentiellement un réseau de chaleur. Et pour ce faire, on se retourne vers l'ADEME pour voir si elle le souhaite et si elle peut cofinancer cette étude. C'est une étude qui doit coûter 27 800 € hors taxes, qui pourrait être cofinancée par l'ADEME jusqu'à hauteur de 80%. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Vous avez reçu les tableaux de décision
qu'ils soient dans la commande publique ou hors commande publique. Je ne sais pas s'ils appellent des questions de votre part. Oui, Madame Sadje. Oui, juste une petite question sur qu'est-ce qui motive l'allocation à titre gracieux de l'appartement rue Maréchal Plantavit? C'était l'accueil en urgence de familles ukrainiennes, donc on a encore dans les lieux, on en accueille aussi sur des bâtiments voisinant l'école Jacques Prévert, où on est entré dans un dispositif parce qu'ils ont pu trouver entre-temps du travail et des formations dans un dispositif de paiement de loyer. Nous sommes là sur un cas un peu plus particulier puisque c'est des artisans d'art que l'AGLO par ailleurs loge dans une échoppe et sur lesquels on essaye de démêler les procédures administratives et financières pour que ces gens puissent avoir ne serait-ce qu'un compte en banque professionnel. Donc tant que le maréchal Plantavit n'est pas occupé autrement ou vendu ou autre, il est occupé ainsi par une famille d'Ukrainiens. Et on a également mis ces locaux à disposition puisqu'ils sont grands au fonds ou à l'association Grégonia pour pouvoir prendre le temps de trier, d'inventorier le fonds, ce qui n'était pas fait et pratique à faire dans la chapelle de la rue Victor Hugo. Donc voilà les deux occupants à cette heure, à titre précaire des immeubles du Trésor public, dont une partie a été libérée par le labo, à qui on l'avait mis à disposition aussi à titre gracieux dans la période Covid et d'inflation des tests. Voilà, mais c'est pas forcément quelque chose de durable et chacun sait que ça peut, à un moment, on peut y mettre fin et j'espère pour la famille ukrainienne qu'elle rentrera après dans un processus où on pourra aussi obtenir un logement social et autres. Ce qu'on a réussi à faire, notamment, l'hôpital avait aussi pris dans ses appartements d'autres familles et progressivement, ils arrivent à basculer sur des logements classiques ou sociaux. Donc, oui, on peut expliquer. Effectivement, depuis, les papas font une formation en électricité et ont été embauchés sur un contrat de formation à l'entreprise de Liari, on remercie. Et la maman a été embauchée comme esthéticienne. Donc ça, c'est pour la famille qui était dans les logements des hôpitaux. Donc ils ont pu accéder à ils aménagent à la fin du mois, donc ils sont très excités et ravis et remercient. Les enfants sont au collège, à l'école, sont totalement intégrés, parlent très bien le français et voilà. Donc je pense que les Piscénois peuvent être heureux de cette intégration. Et pareil pour la Fessine, le papa fait aussi électricité, etc. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou des questions diverses, Madame Forme? Oui, bonsoir Monsieur le maire et bonsoir à tous. On avait une question sur l'avenue de Verdun, les travaux. A-t-il été envisagé une transplantation des 47 platanes? Non, c'était techniquement infaisable. Non, c'était... il faudrait que le maître d'œuvre ait des explications plus. On pourra vous les fournir, mais c'était techniquement et démentiel financièrement et infaisable. Ce qu'on souhaitait, c'était surtout qu'il y ait une replantation plus importante que ce qu'il y aura d'abattage. Il se trouve que les racines des platanes, une fois où on aura enlevé les réseaux qui sont dessous, le platane aura beaucoup souffert aussi du travail qu'il y a à faire. Donc, au fil du temps, des années, le platane a mangé ce que... Enfin, je schématise, mais je le fais avec mes mots qui ne sont pas des mots d'un technicien ni d'un écologue, mais a mangé, englobé tout ce qui était dessous. Donc, même la transplantation, techniquement, je ne dis pas que c'était totalement impossible, mais c'était un chantier qui, du coup, nous aurait pris beaucoup plus de temps et je ne suis pas sûr que la replantation aurait été aussi possible. Et abandonner carrément les réseaux sous les platanes, puisqu'on les met au centre de la chaussée, pourquoi pas? Oui, mais on va faire des trottoirs à la place des platanes et du pluvial à la place des platanes. C'était aussi ça, c'est que pour faire et de la bande cyclable et du réseau pluvial et du trottoir qui n'existait pas, il faut libérer de l'espace. Donc aujourd'hui, quand on plante des arbres, ce qu'on ne faisait pas certainement au moment où ces arbres ont été plantés, même plus récemment, mais on les plante dans des fosses qui contiennent le système racinaire et qui font que le système racinaire ne se développe pas d'une manière à venir soulever les goudrons ou autre, ou soulever les réseaux une fois que l'arbre grandit. Je ne sais pas si Julie a des précisions. Il faut savoir que c'est passé en commission d'abattage départementale et qu'il n'y a pas eu
de demande alternative ou d'objection pour que ça ne soit pas fait. C'était une des conditions. La seconde, c'était qu'il n'y ait abattage que s'il y avait projet, parce qu'à un moment, ce n'était pas forcément les deux coordonnées. Et tant que nous ne savions pas ce que seraient les appels d'offres et si l'inflation nous obligerait à revoir la copie, nous ne voulions pas attaquer par un abattage de platane qu'il n'y ait pas de projet derrière. Ça aurait été une double peine. René. Monsieur le maire, je crois savoir que des riverains sont particulièrement contents que les platanes disparaissent parce qu'ils leur occasionnent beaucoup de soucis. Parce que c'est vrai que défendre les platanes, défendre un certain nombre de choses, c'est bien. Mais quand on habite sur place, des fois, on en voit les inconvénients. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'il me paraît intéressant de souligner. Bon, globalement, quand même, on les préserve partout où ils sont, mais là, le projet tel qu'il est, ou alors il suffisait de se dire qu'on refaisait la chaussée, mais à ce moment-là, il n'y avait que peu d'intérêt de ne pas y créer des bandes cyclables et de ne pas y créer de trottoirs. Mais tel qu'il se faisait, y mettre 9 millions d'euros pour ne pas pouvoir aller au bout de la démarche, c'était inconcevable. Et la condition était que le reste de la végétalisation soit importante, et je le dis, je crois qu'il y a une 50aine de platanes, je le fais de tête, et on l'a dit d'entrée, on ne peut pas nous dire que les platanes, qu'on l'a caché, que les platanes seraient enlevés. Il y aura 200 ou plus d'arbres plantés par la suite, à déjà une certaine taille, qui après prendront leur envol et leur taille maximale au fil des années. Julie ? Il faut surtout, je pense, que les platanes étaient là avant que l'homme arrive, plus ou moins. Donc du coup, les murs et tout ça, les clôtures se sont installées sans souci des racines. Et oui, pour ça, je me rapproche d'Armand. Effectivement, dès le début, on l'a dit, où on fait une voie douce, une entrée de ville et une avenue digne de notre cité. Et dans ces cas-là, c'est pour ça que le département a opté pour faire accepter de réduire la voie de voiture. Ou alors on fait rien. Enfin, vous avez été à notre place, vous savez qu'il y a des chutes, des gens qui se blessent, etc. Donc effectivement, ça a été un choix, mais là pour le coup, l'aménagement ne nous permettait pas de faire au mieux. Et sachant qu'en plus les réseaux sont vraiment à reprendre au total. Il y a pas d'eau usée, il y a plus rien. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Serge. J'interviens sur le patrimoine, donc c'est rue Barème, numéro 13. Il y a une porte de garage en arc surbaissé, et là on est en train de mettre des IPN. Et je demande comment on autorise à détruire une arche comme ça, dans un secteur sauvegardé. Alors il faudrait regarder, logiquement, ça a dû être fait avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Bon. Il me semble qu'il y a un arrêté affiché, est-ce qu'on est rue Barème ou rue Massillon à ce niveau-là? Rue Barème au numéro 13. D'accord, mais on est à l'angle de la rue Marceau, je me trompe pas. À l'angle de rue Marceau. Il y a un arrêté affiché, à vérifier parce que je n'ai pas lu l'arrêté, mais l'ABF a dû donner son autorisation. Il me semble qu'il y avait des conditions aussi de solidité du bâtiment et l'obligation de placer justement des renforts. Mais nous le vérifierons. Mais s'il n'y avait pas d'autorisation pour le faire, à quelques encablures de la mairie, je pense que les services s'en seraient rapidement saisis, mais on va quand même le vérifier. Non, parce qu'on est en train de petit à petit de grignoter à droite, à gauche, et bon, ça défigure un peu l'architecture piscinoise quand même. C'est une ville qui a résisté à tout jusqu'à maintenant, et là on fait pas mal de dégâts. Et aussi ça continue avec les fils, la fibre là qui passe tout azimut. Ils en passent des fois le samedi dans la rue de la Foire ou le dimanche, quoi. Ils sont sans gêne, quoi. Et les clims, c'est la catastrophe. Alors, ça fait du bruit. Je peux vous dire qu'on a des agents qui dressent les procès-verbaux et qu'il y a des procédures contentieuses. Mais combien de temps vont rester ces clims en place? Ça va prendre 10 ans, 50 ans. Je ne suis pas procureur de la République. La seule chose que je peux prendre sur moi, c'est que nous cherchons à ne pas aller au contentieux et nous laissons du temps aux gens quand nous avons fait le PV pour rectifier, que ce soit des fenêtres en PVC ou autres. Les fenêtres en PVC, il y en a 6 qui ont été posées la rue Émile Zola. Oui, après je ne veux pas parler de cas individuels parce que, mais non, mais je dis pas de nom. Serge, non, mais je peux pas dire où en est la procédure, mais il y a
Quand il y a PV, on essaye d'abord de recevoir les gens et de trouver une solution avec eux quand elle est trouvable, ou de leur expliquer, de leur laisser du temps selon les situations. Et après, on saisit le procureur de la République sur certaines questions. Il est vrai qu'entre la cabanisation, certaines constructions illicites, le secteur sauvegardé, il nous faudrait 4 ou 5 agents de plus pour ne faire que ça. Et on a le sentiment qu'on court toujours après la montre et que quand on a réglé une affaire, on en a d'autres sur le feu. Après, celui qui a l'opportunité ou la possibilité de poursuivre une fois qu'il a reçu le PV, c'est le procureur de la République et c'est plus la ville. C'est quand même aberrant. Il y a eu de la destruction après la guerre, on a mis des IPM, du béton partout. Maintenant, après, c'est estompé. On a enlevé les IPM, on a remis des arches, et maintenant on enlève les arches, on remet des IPN. Le fer partout, les façades de magasins en fer et plastique vont être les deux mamelles de l'architecture pissénoise. Et je suis bien triste d'entendre ces propos, Serge. Je sais pas. Le PVC, crois-moi, on se bat pour pas qu'il y soit. Donc quand il y est, je ne donnerai pas des noms, mais je me fais pas d'amis. Et ils vont devoir changer. Au niveau de l'acier, des menuiseries acier, ça a été validé et c'est pas il y a 3 ans. Hein. La BF entend et travaille parce que une vitrine à des moments a d'autres besoins et personnellement, mais effectivement, ce n'est que subjectif, je suis pas sûre que ça dénature. Et après, pour voir la façade, je suis convaincue qu'il y a un arrêté, que l'ABF a accepté. Et en général, elle part sur l'idée qu'on a des menuiseries déjà ouvertes, en ouverture avec rectangulaire. Donc, ça ne changeait pas et ça ne modifiait pas la valeur architecturale du projet. Je suppose que si ces personnes ont demandé d'intervenir et de changer, c'est ou pour avoir une faisabilité, enfin que ça soit plus simple de rentrer dans leur garage, ou aussi de consolider. Bon, voilà, j'ai pas l'impression qu'on laisse les Pissénois faire tout ce qu'ils veulent. En tout cas, passé 3 dernières années, je me fais pas d'amis, je peux te l'assurer. Maintenant, j'apprécie le bois comme toi, je l'entends, mais il y a d'autres Non, mais je veux pas du bois partout, mais il faut trouver un équilibre. Moi, j'avais des IPM, je les enlève, je mets des arches, je mets ma voiture au parking. Puis voilà, je respecte l'architecture. Après, le secteur sauvegardé, il y a un architecte des bâtiments de France qui est plutôt rigoureux, on ne peut pas lui enlever ça. Donc s'il a accepté ce chantier, ce qu'on va vérifier, c'est qu'il y a une raison et qu'ils auront trouvé cette solution-là. La raison, c'est pour entrer une voiture. C'est peut-être pour entrer une voiture. La voiture, c'est elle qui c'est possible, parce qu'à l'époque, quand c'était cintré aussi petit, c'était pour des échoppes et des commerces, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de voiture. Alors, on se plaint aussi que le Pissénois ou que les personnes qui veulent vivre ici, on leur interdit tout, ils n'ont pas de terrasse, ils ne peuvent pas mettre la clim, etc. Mais on est aussi au XXIe siècle. Alors, même si on est pour les pistes cyclables et sortir le voiture au maximum, on ne peut pas non plus. Si on respecte l'histoire et le bâtiment, et je suis convaincue que quand ils auront fini, personne ne doutera qu'il y avait une petite arche cintrée, mais là, du coup, elle était, voilà, on pourra penser que c'était à la base déjà l'IPN, on ne le verra plus, une ouverture rectangulaire. Voilà, j'entends ce que tu dis. Moi, quand on change trop et qu'on modifie trop, je monte au créneau. Quand on essaye de trouver un consensus tout en respectant le patrimoine, j'entends aussi la demande des administrés. Voilà. Mais après, ce n'est pas simple. Je le conçois et je suis ravie que Cathy Emma fasse son rôle pour trancher en tant qu'ABF. Je vous assure qu'on constate et qu'on suit les dossiers. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de lever la séance et je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez vous laisser, je repasserai à la mairie. Non, pourtant. Je suis pas pressée. Hein. Partez-le.